bonsoir et bienvenue à cette grande finale suisse de ma thèse en 180 secondes. Bonsoir à vous qui êtes dans cette salle de l'Université de Genève et bonsoir à vous qui nous regardez derrière cet écran. C'est un honneur pour moi d'être là, pour recevoir les 15 doctorantes et doctorants, les 15 candidates et candidats qui sont là pour concourir pour cette grande finale nationale de ma thèse en 180 secondes. Ils vont devoir ce soir réussir le tour de force de résumer des années de recherche en seulement 180 secondes. 3 minutes chrono, pas une de plus pour tout dire. Une fois que le gong retentit, eh bien, ça marque le temps, la fin du temps imparti. À eux donc d'avoir terminé ou alors de stopper net leur speech pour rester dans le concours. Alors ce concours, c'est un mélange entre l'art oratoire, puisque c'est sur cette scène qu'ils vont se produire, et l'art de vulgariser, de faire comprendre au plus grand nombre des choses complexes. À eux donc de trouver ce fragile équilibre entre expliquer sans trahir ou se faire comprendre sans écarter ni la complexité ni la profondeur. Et on peut se dire qu'à une époque où la communication est omniprésente, eh bien ces qualités-là sont essentielles. Alors c'est la finale suisse, vous le savez. Il y a 15 finalistes, vous le savez aussi, mais seul l'un d'entre eux représentera la Suisse à la grande finale à Montréal, la grande finale internationale qui se déroulera le 6 octobre prochain au Canada. J'aimerais ici, ce soir, saluer la performance incroyable du Vaudois Johan Ténézy, qui est dans cette salle ce soir, qui fait partie de notre grand jury et qui a gagné non seulement la finale nationale en 2021, mais aussi la finale internationale en présentant ses travaux sur la maladie de Parkinson. Alors chapeau bas, Johan Ténézy, j'espère que vous allez porter bonheur aux candidats de cette année. Alors le jury est composé de 6 personnalités. Johan Ténézy, je l'ai dit. Le président de notre jury, c'est Charles Bert, l'ancien conseiller d'État genevois. Il y a aussi Sophie Garda, directrice du Petit Théâtre de Lausanne. Laetitia Philippe, membre de la direction du Fonds national suisse de la recherche. Pauline Rumpf, journaliste au quotidien 20 minutes. Et Mehmet Goultas, journaliste à la RTS. Alors ce soir, 4 prix seront remis. Alors, les 3 prix du jury, le premier, le deuxième et le troisième prix, mais aussi le prix du public. Et le public, c'est vous. Voilà, vous savez tout. La scène est désormais ouverte pour les 15 finalistes de cette grande finale nationale de ma thèse en 180 secondes. Que la chance soit avec chacun d'entre eux. Et j'accueille Valérie Manasterski de l'Université de Neuchâtel. Elle est doctorante à la Faculté des sciences économiques et elle nous présente sa thèse qui s'intitule « Émotion et journalisme, un duo incompatible ». Je vous propose de regarder un portrait d'elle en images avant qu'elle ne prenne la scène. Ma thèse en 180 secondes, le portrait de Valérie. Alors, je m'appelle Valérie Manasterski, j'ai 33 ans, je viens de La Chaux-de-Fonds. Je suis doctorante à l'Académie du journalisme et des médias de l'Université de Neuchâtel. Ma thèse porte sur le journalisme et les émotions, et plus particulièrement les émotions de journalistes. J'ai travaillé pendant quelques années dans des rédactions. J'ai eu beaucoup d'émotions en travaillant là-bas. Et je me suis dit, pourquoi ne pas en faire une recherche, vu que c'est vraiment sous-théorisé. Et je trouvais en fait qu'il y avait beaucoup de choses qui se cachaient à l'intérieur d'une rédaction et qui, malgré tout, sont visibles, même très subtilement à l'antenne. Je pense que le plus gratifiant pour moi, c'est quand même des retours de journalistes. Certains m'ont remercié de pouvoir mettre en avant leur métier, leur sujet. J'adore passer mon temps libre à écouter des podcasts de true crime. Je trouve que c'est super glauque, mais juste comme il faut. En plus, il y a une narration qui est quand même assez magique. Je ne suis pas là pour gagner, je suis surtout là pour me dépasser. De voir que j'en suis arrivée là, c'est une magnifique surprise et j'ai envie d'aller le plus loin possible. Non pas pour un prix, mais surtout pour voir jusqu'où je peux aller.
Une fois, j'ai fait une interview, celle d'un enfant qui a vu sa maison détruite par des inondations. Et il m'a dit « Je fais des cauchemars toutes les nuits. » Et là, je me souviens, mon cœur s'est complètement retourné. Une autre fois, j'ai couvert un procès pour pédophilie. Et j'ai osé imaginer que mon fils pouvait être la victime de cet homme. Et en rentrant du travail, j'ai vomi. Toutes ces émotions fortes, je ne les ai pas vécues personnellement. En fait, ces histoires m'ont été racontées par des journalistes, près de chez vous. Et ce qui est fou, c'est qu'en écoutant le journal, vous n'imaginez pas une seconde que derrière l'information, ils ont vécu tout ça. Ma thèse porte sur les émotions, celles des journalistes, dont la mission fondamentale est de chercher la vérité. Et pour ce faire, ils ont appris à vous la transmettre de la manière la plus neutre possible. Sinon, ce n'est plus l'information qui passe en premier, mais celui qui la donne. Mais vous voyez le dilemme, celui entre l'émotion provoquée par un sujet et ce rôle neutre que le journaliste doit avoir devant vous. Eh bien, mon travail consiste à analyser les stratégies des journalistes radio, à transmettre à l'antenne leurs émotions vécues en coulisses, et ceci sans trahir les codes du métier. Pour découvrir ces techniques d'équilibristes, les journalistes me racontent les sujets forts qui ont marqué leur carrière. Puis, j'écoute comment ils les ont traités à l'antenne. Ensuite, je décortique chacun de ces éléments pour comprendre comment leurs émotions sont exposées, consciemment ou non, au public. Ainsi, durant le journal, vous n'avez pas entendu les trémolos dans la voix de la journaliste, mais plutôt les mots poignants de cet enfant traumatisé. Car la journaliste souhaitait vous faire entendre ce qui, elle, l'a chamboulé. Vous n'avez pas entendu le journaliste vomir ses tripes, mais plutôt le récit du calvaire des parents qui ont vu l'innocence de leur fils partir en lambeaux. Car le journaliste souhaitait vous faire comprendre l'horreur que lui a éprouvée en les voyant dévastés durant ce huis clos. Mais vous me direz, pourquoi faire une thèse sur les émotions? Parce qu'en fait, je pointe un paradoxe qui se niche tous les jours dans une profession qui vous concerne, car je pointe un élément si utile pour le métier, mais souvent mis sur le bas-côté par peur de la défiance du public ou du sensationnalisme. Pourtant, au quotidien, que serait le journalisme sans une once de sensibilité pour tout simplement comprendre le monde dans lequel on vit, l'enjeu d'un procès ou d'une guerre juste à côté? Que serait le journalisme sans une humanité dans la voix, sans des témoignages bouleversants et surtout sans comprendre ce qu'a connu le journaliste au cœur d'un fait que vous n'avez pas vécu? Que serait le journalisme sans émotion? Merci infiniment Valérie. J'ai beaucoup appris sur ce très beau métier de journaliste. Eh bien, j'accueille la deuxième candidate. Elle s'appelle Marion Marage. Elle vient de l'Université de Genève. Elle est doctorante à la faculté des lettres. Et elle nous présente sa thèse qui s'intitule « La complexité de la déesse Inanna ». Alors, je vous laisse découvrir son portrait en images avant qu'elle ne prenne la scène. Portrait, ma thèse en 180 secondes, Marion, première. Alors, je m'appelle Marion Marage, j'ai 26 ans et je viens de l'Université de Genève. Je traite de la complexité de la déesse Inanna dans les textes en cunéiforme. L'idée de la thématique de traiter cette déesse, elle vient du fait que je suis déjà passionnée par les lettres et aussi passionnée par l'histoire, et j'avais envie de savoir ce qu'il y avait dans les tablettes littéraires cunéiformes à propos de cette déesse. Le plus gratifiant dans les recherches que j'ai menées, je pense déjà d'une part, c'est de pouvoir étudier les textes en eux-mêmes, et quand on arrive à les traduire, c'est un sentiment de joie. Alors, j'ai décidé de participer à ma thèse en 180 secondes parce que, finalement, autour de moi, peu de personnes connaissent la Mésopotamie et j'étais assez frustrée de ne pas pouvoir en discuter avec les autres ou de voir que c'était si peu connu. C'est un peu un berceau de notre civilisation et j'avais envie de le faire un peu connaître aux autres. Disons que je pensais déjà pas gagner à Genève et j'avais vraiment juste envie de gagner confiance en moi. Non, mais c'est vrai que gagner, ce serait bien. On verra. En 2 mots, pour vous convaincre de voter pour moi, je vous dirais que la Mésopotamie, c'est cool.
L'Irak, ça vous évoque quoi? Bagdad, les guerres, le pétrole? Eh bien, ça n'est pas que ça. Avant, ça s'appelait la Mésopotamie. Et je vous emmène là-bas il y a 4000 ans. Vous allez voir, je rends son histoire vraiment inoubliable. Je m'appelle Inanna et je suis une déesse extraordinaire sans nul autre pareil. Et j'ai la chance qu'une chercheuse, Marion, traduise et analyse des textes en cunéiforme, l'écriture des Mésopotamiens, pour comprendre toutes les contradictions qui font mon charme. En Mésopotamie, les autres déesses sont des divinités de la famille. Bref, un cliché des femmes des années 50 avec une touche de divin en plus. Mais moi, ça n'est pas mon cas. Je suis célibataire et sans enfant. J'ai une sexualité débordante et pléthore d'amants. Mais c'est normal, je suis très belle. Les Mésopotamiens ont laissé des centaines de textes vantant ma magnifique poitrine et ma vulve, douce comme de la bière. Je suis même la divinité patronne des prostituées hommes et femmes. Le lit est donc mon terrain de jeu, mais le champ de bataille aussi. Et oui, je suis une déesse guerrière, un terrible ouragan, hystérique au point que mon cri recouvre la terre d'un voile de terreur. Mais je suis bien plus complexe qu'une simple divinité de la sexualité et de la guerre. Un vrai casse-tête pour Marion. Pour être tout à fait franche avec vous, la puissance m'obsède, à tel point qu'un jour, j'ai fait boire mon père jusqu'à le rendre ivre pour lui subtiliser tous ses pouvoirs. Malheureusement, mon ambition n'est pas sans me causer de problèmes. Apparemment, je dérange l'ordre établi par les grands dieux. Un jour, je suis descendue aux enfers, le royaume de ma sœur, pour lui voler sa place. J'ai fini nue, sans vie et pendue comme un vulgaire morceau de viande à un crochet. Mais je m'en suis bien sortie en sacrifiant un de mes amants. Cela dit, c'est peut-être à cause de cette habitude de malmener mes prétendants que je n'arrive pas à avoir de relations stables. Bref, je suis unique en mon genre. En parlant de genre, je ne sais pas trop où je me situe. Les Mésopotamiens me représentent donc parfois comme une femme à barbe. Je suis difficile à saisir, n'est-ce pas? Heureusement, l'analyse des textes narrant mes aventures permet à Marion de vous apporter des réponses sur mon comportement si peu divin et ma personnalité qui est quelque peu multiple. Mais je vous vois venir. Vous lui direz sûrement « Quel intérêt d'étudier ces vieux textes pour comprendre une divinité presque oubliée, vénérée par une civilisation disparue, dont on ne parle même plus la langue ?» Je vous l'accorde, ça serait vraiment dommage d'oublier une déesse telle que moi. Alors que les guerres incessantes en Irak détruisent notre patrimoine, m'étudier, c'est préserver ma mémoire. De plus, il s'agit de mieux comprendre le berceau de votre civilisation, si peu étudiée. Et oui, votre histoire ne commence pas avec les Grecs et les Romains. En parlant d'eux, est-ce que vous saviez que la magnifique Vénus et l'adorable Aphrodite descendent de moi? Alors maintenant, si je vous parle de l'Irak, ça vous évoque quoi? Merci beaucoup Marion. Cette déesse d'il y a 4000 ans a décidément encore beaucoup de choses à nous apprendre. Et j'accueille la troisième candidate de ce soir. Son nom, Christelle Aubry, elle représente l'Université de Lausanne. Elle est doctorante à la faculté de biologie et de médecine. Et elle va nous présenter sa thèse qui s'intitule « Comment étudier la résistance aux antibiotiques en collant des bactéries sur un plongeoir ». Je vous propose de découvrir son portrait en images avant qu'elle ne prenne la scène. Alors, ma thèse en 180 secondes, portrait Christelle. J'ai 27 ans et je viens du Jura. J'ai fait toutes mes études à l'Université de Lausanne. Dans ma thèse, je m'intéresse à de nouvelles méthodes pour étudier les résistances aux antibiotiques. Dans mon cas, je travaille sur les chlamydia. Alors j'ai décidé de traiter cette thématique un peu par hasard. J'ai fait mon travail de master dans le groupe de recherche où je suis actuellement et ça s'est bien passé. Et mon chef, du coup, m'a proposé cette place de thèse pour travailler avec les résistances aux antibiotiques. Je pense que le plus gratifiant, c'est d'avoir pu développer un protocole pour faire fonctionner cette technologie pour le type de bactéries sur lequel je travaille et d'avoir eu mes premiers résultats qui étaient plutôt bons. Je fais de la photographie animalière, donc ça se peut que vous me voyez dans la forêt déguisée en buisson à attendre que des renards ou des blaireaux sortent de leur terrier. J'ai décidé de participer à ma thèse en 180 secondes parce que j'aime bien tout ce qui est médiation et communication scientifique. Alors, je me suis dit que ça serait un bon challenge pour aussi expliquer ce qu'on fait en laboratoire, ce qui n'est pas toujours évident à expliquer, par exemple aux grands-parents, aux parents et autres. Et je me suis dit que c'était
l'occasion idéale de faire cet exercice. Juste pouvoir partager sa science avec un max de personnes et si on gagne, tant mieux, si on gagne pas, de toute façon on a appris tellement de choses et c'est ça le plus important. L'autre jour, j'ai amené ma grand-mère chez le médecin. Le diagnostic est tombé, elle a des chlamydia. Alors peut-être que vous les connaissez. Ce sont des bactéries responsables d'une grande partie des maladies sexuellement transmissibles. Je vous vois sourire par là-bas. Vous pensez que ma grand-mère a une vie sexuelle débridée? Alors ça, l'histoire ne nous le dit pas. Par contre, ce que je sais, c'est que les chlamydia appartiennent à une immense famille pouvant causer des fausses couches, rendre stériles et même aveugles. Mais bon, en soi, pour se débarrasser des bactéries, il suffit de prendre des antibiotiques, non? C'est pas si simple. Le problème avec les bactéries, c'est qu'on sait qu'elles peuvent développer des résistances aux antibiotiques. Et en plus, chez les chlamydia, c'est compliqué d'évaluer ces résistances, car ces bactéries sont des intracellulaires. Ça veut dire qu'elles ont besoin d'une petite maison cosy, nos cellules, pour s'y cacher et se reproduire. À ce jour, il n'existe qu'une seule méthode qui a été mise au point pour évaluer leur résistance, et c'est la culture cellulaire. Les microbiologistes comme moi, on doit construire des petits villages cellulaires pour que les chlamydia viennent s'y installer, et ensuite on va ajouter un antibiotique et regarder au microscope si le médicament parvient à les empêcher de se multiplier et d'infecter de nouvelles maisons. Mais le problème avec tout ça, c'est que c'est une méthode complexe qui prend du temps. Et oui, les villages cellulaires, c'est comme Rome, ça ne se construit pas en un jour. Et c'est pourquoi, dans la pratique, cette méthode, elle n'est pas utilisée. Et le jour où les chlamydia résisteront aux antibiotiques, on va donc s'en apercevoir trop tard, et pendant ce temps, la santé des patients va s'aggraver. Pour remédier à ce problème, dans ma thèse, je veux développer une nouvelle méthode simple et rapide pour étudier les chlamydia. Et cette méthode, elle est basée sur la nanomotion. C'est l'étude des vibrations que les bactéries émettent. Pour les mesurer, il me suffit d'isoler une bactérie et de la coller sur un plongeoir microscopique. Pourquoi un plongeoir? Rappelez-vous de vos sorties piscine. À l'extrémité, les mouvements sont amplifiés. Et donc, si je colle mes bactéries sur le plongeoir, les vibrations seront plus facilement détectables. Et j'ai vu que si j'ajoute un antibiotique qui tue mes bactéries, les vibrations s'arrêtent. Je peux donc différencier les bactéries mortes des vivantes en quelques heures seulement et gagner plusieurs jours par rapport à la méthode des villages cellulaires. Et vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est que la nanomotion, elle ne se limite pas qu'aux chlamydia et elle peut être appliquée à d'autres microbes. Ma thèse va donc contribuer à développer des outils pour identifier en un temps record les résistances aux antibiotiques. Les médecins pourront réévaluer rapidement leur traitement et donner les meilleurs médicaments à leurs patients. De quoi permettre à ma grand-mère de nager à nouveau dans le bonheur. Bravo Christelle, merci infiniment de nous parler de ces minuscules bactéries qui sont décidément très essentielles. Et j'accueille la 4e candidate de ce soir, Tamara Rossi de l'EPFL. Elle est doctorante à la faculté des sciences de la vie et elle nous présente sa thèse qui s'intitule « Un poumon artificiel pour mieux comprendre les infections respiratoires ». Je vous propose à nouveau un portrait d'elle en images avant qu'elle ne prenne la scène. Ma thèse en 180 secondes, portrait Tamara. Je m'appelle Tamara Rossi, j'ai 29 ans, je viens de Neuchâtel et j'étudie à l'EPFL. La thématique de ma thèse, c'est l'ingénierie tissulaire pour créer des modèles afin d'étudier les infections respiratoires. L'idée de cette recherche, elle est venue du fait qu'en fait, on manque cruellement de modèles de poumons pour pouvoir étudier les infections respiratoires de manière dynamique, donc en temps réel.
Le plus gratifiant pour moi dans cette recherche, je pense que c'est le fait d'être partie de quelque chose de très simple, des cellules des poumons, et ensuite d'avoir construit quelque chose de beaucoup plus complexe, donc vraiment d'avoir suivi chaque étape de développement du projet jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui ressemble vraiment à un poumon humain. J'ai commencé un projet de roman, j'essaie d'écrire dans mon temps libre, et j'aime beaucoup l'escalade, j'aime passer du temps en plein air, je prends des cours de chant, donc voilà, je suis un peu hyperactive et j'aime bien avoir du temps pour plein d'autres choses à côté du labo. Si j'ai décidé de participer à ma thèse en 180 secondes, c'est parce que j'adore raconter des histoires, j'adore communiquer, notamment au sujet de la science, et du coup, ça avait l'air d'être l'opportunité parfaite. Alors dans ce concours, j'attends avant tout de pouvoir éveiller la curiosité des gens par rapport à mon projet, aussi de m'amuser forcément, et puis que le meilleur gagne. C'est sûr que si je gagnais, ça me ferait plaisir. Bon, alors là, vous vous demandez sûrement ce que ces bactéries fabriquent dans une rivière artificielle. Je me trompe? Eh bien, en fait, ce que vous avez pu ressentir dans un parc aquatique, ça ressemble pas mal à ce que vit une bactérie qui essaye d'infecter vos poumons. Je m'explique. Les poumons ont un système de défense similaire à une rivière artificielle. Un courant emporte tout sur son passage. Seulement, ce n'est pas de l'eau qui coule dans nos poumons, mais une substance visqueuse qui s'appelle le mucus. Tout de suite, ça fait moins envie, hein. Et sous ce mucus, au fond de la piscine, il y a des milliers de cils microscopiques qui battent. Leur battement génère un courant qui va transporter hors des poumons non seulement le mucus, mais aussi toutes les bactéries qui s'y trouvent. Enfin, en théorie, parce qu'en pratique, les bactéries ont développé toutes sortes de stratégies pour lutter contre le courant. Comme vous, dans un parc aquatique, elles peuvent, par exemple, nager. Certaines ont aussi des espèces de grappins avec lesquels elles vont s'accrocher et se hisser au bord de la piscine, ou encore s'agripper les unes aux autres. Et comme si ça ne suffisait pas, parfois c'est la rivière elle-même qui est défectueuse. C'est le cas par exemple chez les gens qui ont la mucoviscidose. Dans cette maladie, le mucus devient tellement visqueux qu'il empêche les cils de battre correctement. Le courant s'arrête et malheureusement les infections s'installent. Pour mieux les soigner, il faudrait comprendre comment les bactéries se comportent en temps réel dans nos poumons. Mais alors comment on peut faire ça? Avec des animaux? Le problème, c'est qu'en plus des questions éthiques, il y a quand même des gros désavantages. Par exemple, vous imaginez regarder à l'intérieur d'une souris vivante au microscope? C'est pas évident, hein? En plus, comme les humains et les animaux sont quand même assez différents, les infections ne vont pas forcément se dérouler de la même façon. C'est pour ça que dans ma thèse, j'ai développé une alternative. Un poumon artificiel contenu dans une petite boîte entièrement transparente. Ce poumon, il est fait à partir de cellules qui viennent de donneurs humains. Et ce qui est génial avec ces cellules, c'est qu'on peut les cultiver, leur donner un environnement adapté pour qu'elles se reproduisent et qu'elles se spécialisent. Certaines vont sécréter du mucus et d'autres auront des cils qui battent, exactement comme dans nos poumons. Maintenant, j'arrive enfin à suivre les infections en temps réel au microscope. Ça m'a permis de comprendre que pour mieux coloniser nos voies respiratoires, les bactéries avaient plutôt intérêt à avoir des bons grappins qu'à bien savoir nager. Et ça, c'est seulement une des nombreuses pistes qu'on peut explorer grâce à ce poumon artificiel. En résumé, ce qui est bien avec ce genre d'approche, c'est que tout le monde y gagne. Les humains, parce qu'on en sait plus sur les infections respiratoires. Les animaux, parce qu'on en utilise moins pour nos expériences. Et puis, les bactéries aussi, parce qu'on leur a quand même construit un super parc aquatique. Merci beaucoup. Merci infiniment, Tamara, de nous avoir fait respirer un peu l'avenir grâce à votre travail et à votre thèse. Et j'accueille la 5e candidate de ce soir. Elle s'appelle Azel Sorbekova. Elle représente l'université de Neuchâtel. Elle est doctorante à la faculté de droit et elle nous présente sa thèse qui s'intitule « Comment prolonger la vie humaine ?» Alors son portrait en images avant qu'elle ne fasse sa performance. Ma thèse en 180 secondes, portrait Azel. Je m'appelle Azel Sorbekova, je suis doctorante à la faculté de droit de l'université de Neuchâtel et je suis rattachée à l'Institut de droit de la santé. J'ai 36 ans et je viens du Kyrgyzstan. Ça fait 13 ans que j'habite en Suisse et je vis à Genève.
Dans ma thèse, je traite de la thématique de l'importance de la protection de la santé. L'idée de traiter cette thématique m'est venue en 2016-2017 quand je faisais mes études de master en droit à l'Université de Genève. Le plus gratifiant pour moi, c'est que j'entame une recherche sur un domaine qui est peu exploré. J'ai décidé de participer au concours MT 180 parce que le sujet de ma thèse porte sur un sujet international. Et pour moi, c'est très important de pouvoir communiquer le sujet de ma thèse au plus grand public possible. Outre ma thèse de doctorat en droit, je suis passionnée par la mode durable et je pratique la boxe anglaise. Oui, je veux gagner la finale suisse et je veux aussi gagner la finale internationale. Et si la vie était éternelle? Je me posais cette question quand j'étais enfant. Mais à votre avis, comment vivre éternellement? Si je peux lire dans vos pensées en ce moment, vous êtes en train de dire « Mais la vie éternelle, elle n'existe pas !» Vous avez parfaitement raison, parce que nous, les êtres humains, nous sommes tous condamnés à la mort. Pour citer le philosophe suisse Jean-Jacques Rousseau. La vie et la mort sont donc liées, et c'est triste. Enfin, on peut quand même vivre une longue et heureuse vie, car il existe une solution de juste milieu pour prolonger la vie, et ce n'est pas un élixir de longue vie dont rêvent les super riches ou encore la chirurgie plastique car ça n'enlève que des rides. Alors, c'est quoi ce moyen? Ce moyen de prolonger la vie et la santé. Nous, les êtres humains, nous voulons vivre une longue vie. Mais pour y arriver, il faut protéger la santé, car elle, la santé, elle est fragile, elle est vulnérable, elle a besoin de notre attention. Mais comment la protéger? Avec le sport. Oui, le sport, c'est très bien et c'est même conseillé, mais vous savez, la santé, elle est beaucoup mieux protégée par des systèmes d'assurance santé. Mesdames et messieurs, les décès dus aux maladies chroniques représentaient 74% de tous les décès dans le monde entier en 2019, donc dépassant le nombre de morts dans d'autres circonstances. Et aujourd'hui, les systèmes d'assurance santé n'existent que dans une poignée de pays, dont l'un existe en Suisse. Mais dans le reste du monde, le rôle d'assurance santé dans la lutte contre les décès prématurés est largement sous-estimé. À cet égard, d'autres pays pourraient suivre l'exemple du système d'assurance santé suisse. Mais malheureusement, le problème actuel global, c'est le financement de ces systèmes et le manque de législation adaptée en la matière. Ma thèse consiste en une étude de droit de la santé et de financement de systèmes d'assurance santé. Le type de financement que j'étudie s'appelle investissement direct étranger. Les résultats de mes recherches pourront servir de feuille de route pour des investisseurs des pays et des juristes. Autrement dit, ma thèse servira à montrer à mesdames et messieurs les investisseurs qu'ils peuvent aussi investir dans des systèmes d'assurance santé. Mesdames et messieurs, cher public, il est bien le temps de financer des systèmes d'assurance santé. Nous avons besoin de ce monde dans lequel chaque patient dans chaque pays pourrait obtenir les soins médicaux nécessaires pour protéger la santé. Merci infiniment pour cette performance, Asel Sorbekova. Vous avez vu les 5 premiers candidats de cette grande finale nationale de ma thèse en 180 secondes faire leur performance d'équilibriste presque sur cette scène. Alors on va faire un petit récap pour que vous ayez tout en tête avec Valérie Manasterski
et la place des émotions dans la pratique journalistique, avec Marion Marage et la déesse Inanna de la sexualité qui a traversé le temps, avec Christelle Aubry qui a réussi à placer des bactéries sur un plongeoir, avec Tamara Rossi qui a enquêté sur les poumons artificiels, et enfin avec Azel Sorbekova qui nous a parlé de l'assurance maladie et du droit fondamental à la santé. Et on va débuter une nouvelle salve de candidats. J'appelle la 6e candidate de ce soir. Elle s'appelle Sophie Rivara. Elle nous vient de l'EPFL. Elle est doctorante à la faculté des sciences de la vie et elle nous présente sa thèse qui s'intitule « Traquer la localisation spatio-temporelle et les interactions du senseur de l'immunité STING ». Alors, je vous laisse découvrir son portrait en images avant qu'elle ne prenne la scène. Ma thèse en 180 secondes, portrait Sophie. Je m'appelle Sophie Rivara, j'ai 29 ans, je viens de Confignon, à Genève, et ça fait une bonne dizaine d'années que je suis à Lausanne. J'ai étudié à l'EPFL et maintenant je fais ma thèse à l'EPFL. Étudier l'immunité innée, c'est important parce que c'est quelque chose qui est central dans l'immunologie. C'est la première ligne du système immunitaire humain et ça permet de nous protéger à la fois contre les pathogènes, les bactéries ou les virus, et c'est aussi important dans les cancers, donc c'est vraiment à l'interface d'énormément de points centraux pour la santé humaine. Un des éléments qui, moi, me fait le plus plaisir, c'est quand même d'expliquer les choses, de pouvoir justement, non pas juste avoir compris, mais faire comprendre aux autres ce qu'on découvre et pourquoi c'est important de faire cette recherche. J'ai pas mal d'autres passions aussi que la recherche. Je fais beaucoup de voile, je chante dans le chœur universitaire et le théâtre aussi, à vrai dire. J'ai décidé de participer à ma thèse en 180 secondes parce que je trouve qu'il est important de ne pas juste faire de la recherche dans sa tour d'ivoire et puis de comprendre des trucs qu'on n'explique à personne, mais que pour moi la science est importante à partager, elle sert à la société et du coup il faut la transmettre à la société. Et puis ce format-là est un format ludique, sympa, qui permet d'engager des gens qui n'ont pas forcément un intérêt à la base pour les sujets dont on traite. L'objectif là, c'est vraiment à ce stade, c'est vraiment de me faire plaisir et de faire rire et de transmettre un message. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Tant mieux. Et est-ce que vous avez pensé à remercier votre immunité innée? Non, ça c'est pas cool. Hein. Parce que si vous allez bien, ça veut dire que votre immunité innée fonctionne correctement. L'immunité innée, c'est quoi? C'est la première ligne de défense de vos cellules contre toutes sortes de dangers. Contre des virus, contre des bactéries, mais aussi contre des cancers. Et puis, si elle n'est pas régulée correctement, elle peut être associée à des maladies auto-inflammatoires comme l'arthrite ou la sclérose en plaques, ou des maladies liées au vieillissement, comme la maladie d'Alzheimer. Vous l'aurez compris, l'immunité innée est centrale. Mais au niveau cellulaire, qu'est-ce que c'est? Vous voyez derrière moi 2 cellules, dont les noyaux sont en bleu. On peut les comparer à des villes. Et toutes les molécules qui sont dans la cellule, certaines sont ici en couleur, sont les habitants de la ville. Chacun, chacune vaque à ses occupations, et notre cité-cellule prospère. Quand soudain, dans la rue, il y a plein de gens tout nus. Des gens à poil partout. Que se passe-t-il? Je vois 3 possibilités. La première, ces gens étaient tranquillement tout nus chez eux quand leur maison s'est effondrée. Ils se retrouvent tout nus dans la rue. La deuxième, il y a une canicule ou un incendie et la chaleur extrême pousse les gens à se mettre tout nus dans la rue. Et la troisième, ce sont des aliens qui attaquent. Et les aliens sont tout nus. Parce que pourquoi pas? J'en conviens, mes comparaisons sont un peu tirées par les cheveux. Mais ça correspond à 3 dangers potentiels pour la cellule. Des dommages structurels, les maisons qui s'effondrent, une inflammation systémique ou une tumeur, la canicule ou l'incendie, ou une attaque de virus ou de bactéries, les aliens. Et les gens tout nus, me direz-vous? Eh bien, c'est l'ADN, en bleu sur ces images. L'ADN, c'est notre matériel génétique. On en a dans toutes nos cellules et c'est nécessaire à leur bon fonctionnement. Mais normalement, il est confiné à l'intérieur du noyau des cellules, les 2 grosses boules bleues. Or, dans cette cellule-ci, vous voyez des petits points bleus qui se promènent à l'extérieur du noyau. C'est de l'ADN cytosolique, des gens tout nus dans la rue. Et ça, c'est un signal de danger. Qu'est-ce qui va alors se passer? On a un voisin, en vert ici,
qui remarque qu'il y a des gens tout nus dans la rue, qui comprend qu'il y a un problème. Il se rend au commissariat, il alerte la police, les pompiers, les secours, il met la cellule en branle-bas de combat. C'est le déclenchement de la réponse immunitaire. Dans mon doctorat, j'étudie ce voisin lanceur d'alerte. Je le suis, notamment au microscope, pour comprendre où il est quand tout va bien, où il va lorsqu'il y a un danger, avec qui il interagit, comment il donne l'alerte, pourquoi parfois il ne la donne pas alors qu'il y a un danger, et parfois il la donne alors qu'en fait, tout va bien. Étudier ce voisin lanceur d'alerte permet de mieux comprendre notre immunité innée pour pouvoir, au besoin, développer des traitements pour la moduler, pour que vous continuiez à répondre oui quand je vous demande si vous allez bien. Merci. Merci infiniment, Sophie, pour cette plongée dans l'immunité innée. C'est maintenant le temps d'accueillir la 7e candidate. Et oui, encore une candidate. Elle s'appelle Mira El Kamali. Elle représente l'Université de Fribourg. Elle est doctorante à la Faculté des sciences et médecine et elle nous présente sa thèse qui s'intitule « Un coach virtuel pour les seniors ». Son portrait en images avant qu'elle ne prenne la scène. Portrait, ma thèse en 180 secondes, Mira. Je m'appelle Mira Kamali, j'ai 27 ans, je viens du Liban et je suis venue ici pour faire ma thèse de doctorat à l'Université de Fribourg. La thématique de ma thèse est dans l'interaction homme-machine, en particulier avec les personnes âgées. Je travaille sur les agents conversationnels qui vont améliorer et maintenir la santé de ces personnes âgées. Ce qui est gratifiant pour moi, c'est quand on fait la recherche, on devient des citoyens internationaux. On devient tous connectés par la recherche. Je participe à ma thèse en 180 secondes parce que pour moi, la thèse, c'est pas seulement faire la recherche et d'apprendre à faire la recherche par la recherche, c'est aussi de profiter par tous les aspects que cette recherche nous offre et dont une, c'est de pouvoir partager mon travail et le vulgariser à un plus grand public et pas seulement le public de mathématiques. À part de ma thèse, j'aime beaucoup faire du sport, j'aime passer du temps avec mes amis et j'aime découvrir la Suisse tous les jours. Mes attentes pour ce concours déjà, c'est l'expérience, c'est de pouvoir aller sur scène et partager mon travail avec un grand public. Est-ce que j'aimerais gagner? Oui, j'aimerais gagner. C'est un défi, mais je me réjouis. Quelle est votre plus grande peur? Dans ma famille, mon père, c'était la sécurité de son emploi et mon cousin de ses relations désastreuses avec les filles. Et mon grand-père, c'était de perdre son autonomie. Je vous avoue, moi j'ai cru que la retraite, c'était la dolce far niente et je ne me rendais pas du tout compte qu'on peut être si préoccupé par notre bien-être. C'est pour cela que j'ai agi et j'ai créé un coach pour les seniors. J'ai été aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Il s'appelle Nestor et il est là avec nous ce soir. Nestor, présente-toi s'il te plaît. Bonjour, je suis le coach Nestor, mais en mode virtuel. Je suis née dans un projet européen qui implique 15 partenaires. Mon rôle est d'envoyer des activités à faire, des recommandations, suivre ces seniors et même comprendre leurs émotions. Je vous avoue un petit secret. La vraie histoire de cette thèse est j'ai été modélisée par les personnes âgées elles-mêmes grâce à une étude participative. C'est-à-dire, les seniors ont défini mon cahier de charge et la chercheuse m'a juste construit #balance ta chercheuse. Ok Nestor, merci pour tes confidences, au revoir. Et on revient chez moi. Vous pouvez dialoguer avec Nestor par deux manières. Soit par une application mobile qui ressemble à WhatsApp, vous pouvez envoyer des messages sous forme de texte, soit par un robot qui ressemble à Alexa. Vous pouvez communiquer avec vocalement et en plus, vous pouvez le tourner en mode veille parce que j'ai vu que les personnes âgées aiment avoir le contrôle sur leur vie privée. L'app mobile et le robot sont connectés par le cerveau de Nestor qui, grâce à l'intelligence artificielle, peut vous comprendre et répondre à vos besoins. Monsieur, j'entends votre voix, vous dites quoi? La technologie et les seniors, c'est très complexe, mais vous voulez revenir à la lampe à huile? Peut-être pour vous, mais moi, en tant qu'informaticienne, je ne le veux pas. C'est pour cela
ma question était, comment je peux donner une forme à Nestor pour améliorer la relation avec les seniors? Dans ma thèse, j'ai défini des options, option droite et option gauche, et j'ai fait un débat. À ma droite, on estime que l'indépendance et la concurrence est meilleure. C'est-à-dire, vous pouvez communiquer soit avec le robot, soit avec l'app mobile. Et à ma gauche, on estime que la complémentarité est meilleure. C'est-à-dire, l'app mobile et le robot envoient ensemble un message adéquat à la situation. Et mon public de seniors a voté. Et pour une fois, c'est la gauche qui l'a emporté. Pour conclure, j'ai pris le résultat, je l'ai mis dans le cerveau de Nestor. Celui-ci sera ainsi apte à transformer mon grand-père soucieux en un papier dans le vent. Merci infiniment, Mira. J'ai hâte de rencontrer Nestor dans quelques années. Et j'accueille... C'est vrai. Et j'accueille Solène Belloggi de l'Université de Neuchâtel. Ce sera notre 8e candidate. Elle est doctorante à la faculté des lettres et des sciences humaines et elle nous présente sa thèse qui s'intitule « Processus d'acquisition du langage chez les enfants monolingues et bilingues d'âge préscolaire ». Son portrait avant qu'elle ne prenne la scène. Ma thèse en 180 secondes, portrait Solène. Je m'appelle Solène Belloggi, j'ai 32 ans. Je viens de Rolle à la base, mais là je travaille à l'université de Neuchâtel pour ma thèse. Je m'intéresse au développement des enfants monolingues et bilingues, soit préscolaires, soit au tout début de leur scolarité, pour comprendre les différences et les ressemblances dans leur développement. Alors du coup, la thématique du bilinguisme, ça m'intéressait déjà parce qu'au niveau langagier, c'est des processus intéressants. C'est un travail de longue haleine, mais qu'après, voilà, à peu près 3 ans, on commence à avoir des premiers résultats intéressants. Je trouve gratifiant de se dire que c'est de la recherche clinique, donc c'est des choses qui devraient aider après certains enfants dans leur développement et dans les diagnostics qu'on pourra poser. Alors mes autres passions, j'en ai 2 principalement. Je fais beaucoup de musique depuis que je suis toute petite. Je joue du violon. J'ai aussi mon propre cheval avec qui je passe beaucoup de temps à l'extérieur pour me vider un peu la tête entre 2 sessions de doctorat. J'ai décidé de participer à ma thèse en 180 secondes, déjà par esprit de défi, parce que j'aime bien les nouvelles choses, j'aime bien sortir un peu de ma zone de confort. Franchement, c'était surtout l'idée de participer, que ce soit quelque chose d'enrichissant, que ce soit une expérience nouvelle. Puis après, on va essayer de profiter autant que ça à la finale, et puis on verra bien ce que ça donne après. En quelques années seulement, les enfants réalisent une prouesse. Ils apprennent à parler. Parfois une, et parfois même plusieurs langues à la fois. Pour mieux comprendre comment ils s'y prennent, imaginez la scène suivante. Remplaçons les langues par des manettes de jeux vidéo. D'un côté, nous avons Pierre, enfant monolingue, qui joue avec une seule manette. De l'autre, Paul, bilingue, joue quant à lui avec 2 manettes à la fois. Ces jeunes enfants doivent à tour de rôle réaliser des puzzles virtuels. Pour commencer, chacun développe ses propres stratégies pour récolter des pièces. Autrement dit, apprendre des mots. Vous pensez que ce sera plus compliqué pour Paul? Pas du tout, car au final, chacun obtient 100 pièces. 100 dans une main pour Pierre, 50 dans chaque main pour Paul. Les voilà donc prêts pour l'assemblage du puzzle, c'est-à-dire la construction de phrases. Bien que Paul, qui jongle toujours entre ses 2 manettes, puisse être un peu plus lent que son camarade sur cette étape, les 2 enfants ont bien acquis le raisonnement leur permettant d'emboîter les pièces sans difficulté. C'est alors qu'arrive un 3e enfant, Jean, qui aimerait jouer lui aussi. Il a apporté ses 2 propres manettes. Mais elles ont beau être exactement identiques à celles de Paul, elles fonctionnent très mal. Et malgré ses efforts, Jean ne parvient pas à jouer aussi bien que ses camarades. On constate donc bien que quelque chose ne va pas, mais on ne comprend pas quoi. On va donc chercher une voisine bricoleuse qu'on appelle une logopédiste, espérant qu'elle trouvera la solution. Mais elle reste sceptique.
Elle a bien l'habitude de réparer des manettes individuelles, mais pas deux reliées comme celle-ci. Elle ne sait pas bien quoi faire des fils supplémentaires, faute de mode d'emploi spécifique. Dans ma thèse, je m'intéresse aux mécanismes cognitifs qui sous-tendent l'apprentissage du langage. Dans la pratique clinique, en effet, les outils d'évaluation actuels permettent surtout d'estimer les connaissances acquises par un enfant au moment de son bilan et dans une langue donnée. Ma recherche contribuera à développer de nouveaux outils qui permettront à l'avenir de mieux observer comment l'enfant apprend et non pas seulement ce qu'il a déjà appris. Chez les bilingues en particulier, nous pourrons ainsi mieux distinguer des difficultés dues à un apprentissage encore insuffisant d'une langue de celles relevant d'un réel trouble du développement du langage. Et ainsi, grâce à des diagnostics plus précis, nous pourrons aider chaque enfant, quels que soient ses outils, à réaliser le puzzle de ses rêves. Merci. Merci infiniment, Solène. On voit que tout se déroule décidément dans les premières années de la vie. Et j'accueille le 9e candidat, un homme, Simon Thuillard de l'Université de Fribourg. Il est doctorant à la faculté des lettres et de sciences humaines. Il nous présente sa thèse qui a pour titre « Stress social dans les équipes hybrides humains-machines ». Alors on regarde son portrait avant qu'il ne prenne la scène. Ma thèse en 180 secondes, Simon. Je m'appelle Simon Thuillard, j'ai 30 ans. Je viens d'Yvenon dans le Nord vaudois, mais je suis doctorant à l'Université de Fribourg. Alors mon thème dans ma thèse, c'est les interactions entre les humains et les machines dans le monde du travail. Ce que j'ai trouvé le plus gratifiant dans ma thèse, c'est les conférences à l'étranger ou en Suisse, où j'ai pu rencontrer beaucoup d'autres chercheurs qui travaillaient sur plein de sujets intéressants. Alors j'ai décidé de participer à ce concours de ma thèse en 180 secondes déjà avant de faire une thèse, quand je travaillais à l'Université de Lausanne en tant qu'assistant de recherche et que je voyais mes collègues doctorants faire ce concours. J'ai attendu quand même d'avancer, d'avoir des choses, des résultats à présenter de ma thèse pour vraiment m'inscrire. Alors mes attentes par rapport à ce concours, c'est d'être content de ma performance. Moi ça me va, si vous votez pas pour moi, vous votez pour ce qui vous a plu. Rien que de ne pas travailler sur ma thèse, ça me passionne. J'aime beaucoup lire, j'ai tout le temps à lire sur moi. J'aime bien voir des gens boire des bières. Et j'ai juste besoin de pas mal de temps à ne pas travailler. Je me souviens encore de mon tout premier job, quand je travaillais dans la cuisine d'un restaurant. Je faisais la vaisselle, les desserts, et je me faisais aussi crier dessus. Bon, il faut dire que je n'étais pas hyper efficace, hein. Au point qu'après environ 1 mois, on m'ait gentiment proposé de dégager pour toujours de cette cuisine. Bienvenue dans le monde du travail. Alors, ce que je ne savais pas à l'époque sur le monde du travail, c'est à quel point il allait s'automatiser. Je ne savais pas que les machines allaient passer du statut d'outil à celui de supérieur hiérarchique. Aujourd'hui, par exemple, si vous êtes chauffeur pour Uber, c'est un algorithme qui évalue votre performance. Et si, comme moi, vous n'êtes pas assez efficace, il vous vire. On appelle ça le management algorithmique. Ça sonne bien, hein? Ah, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouf, mais ça mérite une thèse! Que quelqu'un fasse une thèse sur ce management algorithmique! Et c'est comme ça que je suis devenu doctorant. Alors dans cette thèse, justement, je me suis concentré sur une situation en particulier, quand la machine n'est pas contente de notre travail et le critique. Alors j'ai créé une expérience dans mon laboratoire pour comparer directement la critique venant d'un humain à la critique venant d'une machine. J'ai pris 60 participants et je leur ai donné du travail. La moitié d'entre eux a reçu sur ce travail la même critique d'un humain leur expliquant à quel point ils étaient mauvais et nous faisaient perdre notre temps. L'autre moitié a reçu au mot près la même critique, mais cette fois de la part d'une machine.
Résultat? Eh bien, j'ai observé, quand la critique venait d'un humain, que les participants, étonnamment, n'étaient pas très contents. Ils étaient stressés et même un peu en colère. Avec la critique de la machine, les participants étaient tout aussi peu contents, tout autant stressés et tout autant en colère. La même chose, vraiment? Pas exactement. J'ai aussi observé, et là c'est très intéressant, suspense, que la critique de la machine avait été vécue comme plus injuste. C'est comme s'il y avait quelque chose d'intrinsèque à la machine que nous vivons comme injuste. Alors peut-être qu'un jour on comprendra que dans la course à l'automatisation du travail, il faut aussi prendre en compte le ressenti des humains. Mais en attendant, voilà ce que vous pouvez faire. Souvenez-vous de cette présentation. Et à votre prochain entretien d'embauche, pensez à vérifier, discrètement, que votre futur employeur ne soit pas un robot. Merci beaucoup, Simon. Moi qui suis technophobe, maintenant j'ai carrément peur. Et désormais, j'accueille le 10e candidat de ce soir. Il s'appelle Éric Peck, il vient de l'EPFL. Il est doctorant à la faculté des sciences de base et il nous présente sa thèse qui s'intitule « Étude de quasars lointains par effet de micro-lentilles et lentilles gravitationnelles fortes ». On regarde son portrait avant qu'il ne prenne la scène. Donc, je m'appelle Éric Peck, j'ai 27 ans et je suis doctorant au labo d'astrophysique de l'EPFL. La thématique sur laquelle je travaille, c'est d'étudier les quasars, qui sont les objets les plus lumineux de l'univers. Et ça s'inscrit dans l'idée du groupe de recherche d'utiliser ces objets pour étudier l'évolution de l'univers. Je travaille sur cette thématique depuis environ 3 ans. Le plus gratifiant, je dirais, c'est de transformer la matière brute qu'on a, donc c'est-à-dire juste 4 points blancs sur un fond noir, en théorie scientifique et résultats scientifiques sur des objets qui sont très loin et très complexes. Dans la vie, j'aime bien faire des choses très originales comme manger, partir en vacances et me baigner au lac. J'ai participé à MT 180 pour voir si j'arrivais à condenser ce que j'ai fait en 3 ans en 3 minutes. Gagner, c'est toujours sympa, hein, mais les attentes, c'est plus de profiter de l'expérience et de voir comment les gens le perçoivent. Mon prochain projet, c'est de faire la même chose, mais dans d'autres pays, avec d'autres scientifiques, et toujours d'essayer d'aller plus loin. Votez pour moi en 2 mots, l'astrophysique, c'est fantastique. J'ai pas de... Imaginez un marin seul sur l'océan. Il n'a aucun point de repère, à part un phare qu'il voit au loin. Et pour répondre aux questions qu'il se pose, comme quelle distance entre cette lumière et moi, ou quels sont les obstacles entre moi et cette lumière, il doit d'abord comprendre ce qu'il voit. Qu'est-ce que c'est que cette lumière qui scintille au loin? Maintenant, imaginez que ce marin représente l'humanité, qui navigue à travers l'univers à bord de la planète Terre et qui se pose une foule de questions. D'où vient l'univers? De quoi est-il composé et comment a-t-il évolué jusqu'à aujourd'hui? Pour répondre à ces questions, les astrophysiciens étudient les objets les plus lumineux de l'univers, qui agissent donc comme des sortes de phares cosmiques, qu'on appelle des quasars. Alors, les marins aguerris que vous êtes savent sûrement déjà tout sur les phares, mais nous, les astrophysiciens, on ne sait pas grand-chose sur les quasars. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que c'est une masse de matière énorme qui est mise dans des conditions de gravité si intenses que cette matière va être étirée, ce qui va la chauffer et lui faire émettre une lumière extrêmement brillante. Quand je raconte ça à mes parents, ils pensent que c'est ce que je vois, directement dans un télescope. Mais ce que vous voyez là, malheureusement, c'est juste une simulation. Mes amis, c'est pire. Ils pensent que si je regarde le ciel, c'est pour leur dire qu'ils vont bientôt rencontrer l'âme sœur, mais je ne suis pas sûr que c'est comme ça que ça marche. Alors que vous, le grand public, vous avez peut-être déjà vu cette première photo d'un des quasars les plus proches de nous, et c'est extraordinaire, ça ressemble à un blob orange avec un trou noir au milieu.
Je reconnais que ce n'est pas aussi joli que la simulation, mais c'est déjà un pas de géant pour nous aider à comprendre les mécanismes qui font des quasars ces objets si lumineux. Maintenant, si on repense à notre marin, si vous voulez voir des phares lointains, plus que celui qui voit à l'œil nu, il pourrait s'aider par exemple d'une longue vue. Eh bien, pour un astrophysicien qui s'intéresse aux quasars lointains, comme moi, cette longue vue, elle se matérialise sous la forme d'une masse qui serait entre nous et le quasar, et qui dévierait les rayons lumineux. Donc, ces rayons lumineux, au lieu de nous arriver en ligne droite, pourraient en fait emprunter plusieurs chemins pour arriver jusqu'à nous, tout en étant amplifiés. C'est pour ça qu'on appelle cet effet une lentille gravitationnelle. Et c'est ça que moi j'observe vraiment dans mon télescope. Les 4 points blancs que vous voyez là, c'est en fait les 4 images d'un même quasar. Et la tache blanche au milieu, c'est la masse qui a créé cet effet de lentille gravitationnelle. Le but de mon doctorat, c'est donc de confronter ce genre d'observation avec des simulations numériques pour pouvoir mieux comprendre la structure des quasars. Ça va nous aider à mieux percer les secrets de l'univers, à trouver notre place dans cet océan infini. Et moi, j'espère aussi devenir un marin aguerri qui en sait un peu plus sur les phares de l'univers. Merci. Merci beaucoup Eric pour cette plongée dans la cosmologie. Vous avez vu 5 candidats qui se sont produits à nouveau devant vous sur cette scène. On va vite faire un petit résumé de ce qu'on a entendu et de ce qu'ils nous ont présenté avec Sophie Rivara et le censeur de l'immunité innée Sting, avec Mira El Kamali et son coach virtuel qui apporte du bien-être à nos seniors, avec Solène Belloggi et les processus d'acquisition du langage chez les tout-petits, avec Simon Thuillard qui nous a parlé du stress social entre humains et machines, et enfin avec Eric Peck qui nous a plongé dans l'étude des quasars. Je vous rappelle que tous ces candidats sont en lice pour cette grande finale suisse de ma thèse en 180 secondes, et voici les 5 derniers candidats qui vont se produire devant vous. Je pense que le choix est de plus en plus difficile. On passe à la 11e candidate. J'accueille Maude Goutte de l'Université de Lausanne. Elle est doctorante à la faculté des hautes études commerciales. Elle nous présente sa thèse qui porte sur les réseaux sociaux, une boule de cristal pour les marchés financiers. On regarde son portrait en images avant qu'elle ne prenne la scène. Ma thèse en 180 secondes, portrait Maude. Je m'appelle Maude Goutte, j'ai 29 ans, je viens d'Alsace et je suis à l'Université des hautes écoles commerciales HEC Lausanne. La thématique que je traite dans ma thèse, c'est l'effet des prédictions faites sur les réseaux sociaux sur les marchés financiers. L'idée de traiter cette thématique vient de la première année de doctorat. Je me suis rendu compte que dans la finance moderne, les réseaux sociaux étaient présents pour expliquer les marchés financiers. Et vu que j'ai toujours aimé les réseaux sociaux, je me suis dit pourquoi pas étudier les deux ensemble. En fait, c'est régulièrement gratifiant parce que je fais beaucoup de code informatique. Du coup, la gratification arrive assez vite. Et sinon, c'est une fois qu'on a le papier qui est écrit et qu'on peut le présenter. C'est les meilleurs moments, mais pour tous les doctorants, j'imagine. J'aime bien profiter de la vie, j'aime bien aller au restaurant, aller en vacances. J'adore la décoration d'intérieur, l'art. Alors j'ai décidé de participer à ma thèse en 180 secondes pour combattre ma timidité face à un public. Je me suis dit c'est un bon challenge. J'ai eu des moments où j'ai regretté. Il faut vraiment se faire violence et on apprend beaucoup. Peut-être que grâce à moi, vous pourrez vous offrir la maison de vacances dont vous avez toujours tant rêvé, parce que je vous donne des petits conseils financiers. Qu'avez-vous fait pendant le confinement ? Je parie que vous avez songé à vous offrir cette maison de vacances qui vous a tant fait rêver. Peut-être avez-vous même pensé à investir en bourse pour y parvenir. C'est le cas de la famille Dupont. Comme certains d'entre vous, elle s'est intéressée au marché financier. Dans l'objectif de faire fortune, ils se sont mis en recherche d'actions. Mais n'ayant pas de connaissances financières, ils se sont munis de l'arme de recherche la plus utilisée du XXIe siècle, Google, avec comme mot-clé « conseil d'investissement en bourse ».
Parmi les résultats de recherche viennent en premier des sites de conseils payants, donnés par des professionnels de la finance, de grandes institutions financières ou même des banques. Ces sites sont séduisants, avec des analyses complexes, de beaux graphiques, peut-être même la photo d'un banquier en costard-cravate. Mais d'un autre côté, on trouve plein d'informations financières sur Twitter. Alors c'est le bazar, il n'y a pas de cravate, un langage familier et des conseils très courts, mais déjà des millions d'utilisateurs et surtout c'est gratuit. Alors, en finance, est-il encore nécessaire de dépenser de l'argent pour en gagner? Dans ma thèse, j'étudie cette question. J'utilise les données des réseaux sociaux pour prédire les cours boursiers et je les compare aux prédictions des experts. Ma thèse repose sur cette notion théorique de la sagesse des foules. C'est l'idée qu'un grand nombre d'amateurs peut mieux répondre à une question qu'une poignée d'experts. J'ai donc commencé par extraire plus de 50 millions de tweets sur les marchés financiers. Je les ai analysés, travaillés, et à l'aide de plusieurs algorithmes, je les ai transformés en recommandations d'achat ou de vente d'actions. Ensuite, avec un algorithme de copier-coller automatique du web, j'ai téléchargé des milliers de recommandations faites par des experts, celles qui coûtent environ 250 $. En utilisant plusieurs techniques d'estimation, on peut donc comparer les compétences financières des deux groupes. Concrètement, comparer les compétences financières, c'est acheter une action après une recommandation positive et la vendre après une recommandation négative. À la fin, on regarde combien on a gagné. Mais alors, à votre avis, qui sont les meilleurs? Vous serez sûrement surpris d'apprendre que les compétences financières des utilisateurs Twitter dépassent dans tous les cas celles des experts, et en moyenne de 3 fois leur rendement. Mais comment faire lorsque l'on n'a pas une doctorante en finance et ses codes informatiques sous la main pour analyser des millions de tweets? N'ayez crainte, j'ai un secret à vous donner. Lorsque vous entendez une info sur une grande entreprise dans les news, connectez-vous au Twitter financier et suivez les recommandations des utilisateurs les plus anciens et avec le plus de followers. Peut-être qu'elle ne sera plus si loin, cette maison de vacances. Alors, au prochain jour de pluie, car clairement, on ne va pas souhaiter un prochain confinement, si comme la famille Dupont, il vous prend l'envie de boursicoter, vous saurez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Merci infiniment Maude pour cette plongée dans les réseaux sociaux et sur Twitter. J'accueille Adèle Rakoto-Nirine de l'Université de Genève. C'est la 12e candidate de ce soir. Elle est doctorante à la faculté des sciences. Elle nous présente sa thèse qui s'intitule « Le charme discret de la matière fécale ». Je vous propose de regarder son portrait en images avant qu'elle ne prenne la scène. Ma thèse en 180 secondes, portrait Adèle. Alors, je m'appelle Adèle Rakoto-Nirine, je viens de Madagascar, j'ai 26 ans. Je fais ma thèse à l'Université de Genève. Ma thèse est sur le développement d'une nouvelle forme d'administration de la transplantation fécale. Ce que je trouve le plus gratifiant dans mon travail, c'est la recherche elle-même et donc de découvrir de nouvelles choses pour une thématique qui est plus ou moins insolite, mais qui finalement touche beaucoup de monde. J'ai décidé de travailler sur cette thèse parce que lors de mon travail de master, j'ai travaillé dans un labo de technologie pharmaceutique. J'aime beaucoup l'insolite, donc je me suis tournée vers une nouvelle formulation pour la transplantation fécale. J'apprends beaucoup personnellement, je rencontre beaucoup de personnes et c'est très enrichissant. Je fais beaucoup de choses en dehors de ma thèse. C'est aussi ce qui m'a attirée dans ce concours parce que je peux allier les arts du spectacle un peu à la science. Je me dis pourquoi pas tenter le tout pour à nouveau peut-être être sur le podium pour la finale suisse. Aujourd'hui, je vais vous parler de caca. À Madagascar, lorsqu'on n'aime pas quelqu'un, on lui dit d'aller manger son caca. Mais moi, je vous le dis avec affection, mangez votre caca. Je développe d'ailleurs une technique pour que cela puisse se faire. Je m'explique. Imaginez-vous 2 séjours à l'hôpital, alité et sous antibiotiques. Vous devez aller au petit coin au moins 10 fois par jour et ça coule à flot.
Votre médecin vous annonce que c'est l'infection à Clostridioides difficile. Il s'agit de l'infection la plus couramment attrapée à l'hôpital après un lourd traitement antibiotique. On a près de 124 000 cas par an en Europe et une mortalité non négligeable de 4 personnes sur 6. Le traitement standard contre cette infection n'est malheureusement plus efficace après une première récidive. Vous avez dû entendre parler du microbiote. En temps normal, vous cohabitez avec de bons micro-organismes qui vous protègent contre de mauvais micro-organismes. Malheureusement, votre lourd traitement antibiotique à l'hôpital va vous priver de cette protection. Mais où trouver un microbiote de remplacement alors? Eh bien, dans le caca. Les selles d'un donneur sain contiennent un bon microbiote intestinal et sont efficaces à 90% contre l'infection récidive à Clostridioides difficile. Mais c'est là que viennent les problèmes. Le traitement initial consistait à vous faire intuber du jus de caca, soit par le haut, soit par le bas. Des gens ont fait mieux et aujourd'hui, vous pouvez prendre des gélules. Mais ce n'est pas encore optimal car on doit en prendre 30 et elles font la taille d'un comprimé de Dafalgan 1 gramme, ce qui est énorme. Ma thèse vise en fait à rendre ce traitement plus agréable. Je prends un don de sel purifié par l'hôpital du CHUV que je mélange à divers types de sucres issus d'une algue brune. Ces sucres vont alors gélifier en présence de calcium et former des petites billes de 2 mm qui emprisonnent la matière fécale. Vous voyez la structure d'un Maltesers? Eh bien, c'est pareil. Je crée des billes avec un cœur contenant le mélange de caca et de sucre, le tout couronné par une autre couche de sucre. Cette structure permet alors de cacher l'odeur et le goût des sels. Puis, je sèche le tout pour réduire le volume du traitement et que vous ne preniez plus qu'une bouchée de petites billes. Ma méthode permet en plus de garder les bons micro-organismes en vie pour qu'ils puissent repeupler votre intestin et le protéger aussi. Alors, mesdames, messieurs, mangez votre caca. Merci beaucoup Adèle pour cette exploration de notre intérieur le plus intime. Et j'accueille notre 13e candidat, il s'appelle Guillaume Lavanchy, il nous vient de l'Université de Lausanne, il est doctorant à la faculté de biologie et médecine et il nous présente sa thèse « Causes et conséquences de l'hybridation chez les insectes », son portrait en images avant qu'il ne prenne la scène. Ma thèse en 180 secondes, portrait Guillaume. Alors, je m'appelle Guillaume Lavanchy, j'ai 29 ans, j'ai grandi autour de Lausanne et je travaille à l'Université de Lausanne. Alors, dans ma thèse, j'étudie l'évolution et la génétique chez les insectes, et en particulier l'hybridation chez différentes espèces de fourmis, donc la reproduction entre différentes espèces de fourmis. L'idée de traiter cette question, elle m'est venue parce que j'aime bien tous les trucs un peu bizarres qui défient les règles. Donc tout à coup, trouver des espèces qui se reproduisent entre elles, en fait, ça défie les règles et ça me plaît, j'aime bien défier les règles. Ce que je trouve gratifiant dans ma recherche, c'est de pouvoir être vraiment à la frontière de la connaissance humaine. Moi qui suis passionné de nature, j'aime bien aller me promener dans la nature le week-end et puis essayer de comprendre ce que je vois. Pour moi, la recherche, elle doit être ancrée dans la société. Et puis le fait de participer à cet événement, de se forcer à raconter notre recherche de manière accessible pour tout le monde, c'est une manière de rendre un petit peu quelque chose à la société, puisque c'est la société finalement qui paye des impôts pour nous permettre de faire notre recherche. Ce qui est intéressant, c'est que c'est de se former, de s'entraîner, et puis d'être satisfait au moins de ce qu'on fait, et puis de travailler avec le reste de l'équipe. Pour la finale lausannoise, on a eu un très très bon contact avec toutes les candidates et tous les candidats, et puis je trouve que c'est ça le plus important. Le temps que je passe pas à l'université, je le passe soit avec mes jumelles et un filet à papillons, soit à essayer de faire la révolution dans la rue, et jusqu'à maintenant ça marche pas bien. Souvenez-vous, c'était il y a 60 000 ans. On est sorti d'Afrique pour venir s'installer en Europe et en Asie. Mais arrivé ici, on a réalisé que l'environnement était bien différent de ce qu'on avait connu jusqu'à maintenant. Et pour s'y adapter, ça va prendre du temps. Il faut que, par hasard, notre ADN mute et que, génération après génération, la sélection naturelle trie les bonnes
et les mauvaises mutations. Alors, le hasard fait peut-être bien les choses, hein, mais il prend son temps. Et si on prenait un raccourci? On a un nouveau voisin qui est adapté à cet environnement depuis longtemps. Néandertal. Alors bon, il est un peu bourru, hein, mais apparemment ça a plu à nos ancêtres, puisqu'après quelques petites aventures, on a hérité de 2% de son ADN. Moi qui me croyais vaudois pure souche, voilà que je descends de Néandertal. Mais c'est une autre espèce. Et par définition, deux espèces différentes ne se reproduisent pas ensemble. Et pourtant, on découvre de plus en plus d'espèces qui s'hybrident. Alors pour ma thèse, c'est cette hybridation que j'étudie. Et comme je n'ai pas trouvé de Néandertal, je me suis rabattu sur les fourmis. Pourquoi les fourmis? Parce qu'elles sont choues, oui, mais pas seulement. Vous savez combien on a d'espèces de fourmis en Suisse? 140. Alors si elles veulent se reproduire avec une autre espèce, elles ont le choix. Malgré tout, les hybrides restent rares. Alors pour en trouver, il faut aller chercher des centaines, des milliers de fourmis. Heureusement, j'ai eu de l'aide. On a recensé les fourmis du canton de Vaud. Et les Vaudoises et les Vaudois m'ont aidé en collectant des fourmis au fil de leur balade. Ben oui, mais les fourmis, elles se ressemblent toutes. Alors comment savoir lesquelles sont hybrides? La réponse se trouve dans leur ADN. Dans mon laboratoire, j'ai lu l'ADN de plus de 5000 fourmis. Et j'en ai trouvé dont l'ADN correspond à un mélange de deux espèces. Des hybrides. Et j'en ai même trouvé plus que prévu. Jusqu'à maintenant, on avait sous-estimé l'hybridation dans la nature. Par exemple, vous voyez ces fourmis rousses qui sont là, qui sont aussi dans le Jura, outre là. Et elles font ces grands tas d'aiguilles dans le Jura. Chez elles, 1 colonie sur 5 est hybride. C'est énorme. Chez d'autres espèces, par contre, rien. Pas une hybride. Alors pourquoi certaines espèces s'hybrident et d'autres pas? Intuitivement, on pensait que seules les espèces proches pouvaient s'hybrider. Logique, on s'est hybridé avec Néandertal, mais ça aurait été plus compliqué avec un chimpanzé ou une chèvre. Pourtant, j'ai aussi trouvé des hybrides entre des espèces assez différentes. Comment c'est possible? Et pourquoi chez certaines espèces et pas chez d'autres? Réponse à la fin de ma thèse. Au fond, les fourmis, c'est un modèle d'étude pour comprendre l'hybridation chez toutes les espèces et finalement mieux comprendre d'où on vient. Moralité, fourmis, Néandertal, humain, tant que tout le monde est consentant. Mélangeons-nous sans complexer. Merci beaucoup Guillaume pour cette performance passionnante. Je retiens surtout qu'il y a 140 espèces de fourmis en Suisse et ça me fait un peu peur. Et j'accueille notre 14e candidate, Andrea Dias Bolivar. Elle nous vient de l'Université de Genève, elle représente la faculté de droit et elle nous présente sa thèse qui a pour titre « Étude sur la légalité des mesures coercitives unilatérales en droit international ». On regarde son portrait en images avant qu'elle ne prenne la scène. Ma thèse en 180 secondes, portrait Andrea. Je m'appelle Andrea Dias, j'ai 32 ans, je viens de Venezuela, moitié portugaise. Je représente la faculté des droits de l'Université de Genève. La thématique de ma thèse est étudier la légalité des mesures coercitives unilatérales en droit international. L'idée de traiter ces thématiques, ça vient de mon ancienne expérience professionnelle au sein des Nations Unies, où on a réussi à constater sur le terrain que ces mesures coercitives unilatérales provoquent des violations des droits de l'homme et même des violations du droit au développement. Le plus gratifiant de la recherche que je suis en train de mener, c'est surtout les résultats que ça va produire. Parce que ça va porter de nouveaux éléments politiques et juridiques pour la doctrine, pour la jurisprudence et pour la communauté internationale et académique. Quand Andrea ne se trouve pas à l'Université de Genève, je fais du bénévolat avec des enfants réfugiés. Je voulais apprendre les techniques d'expression orale, de communication, de connecter avec le public. Et c'est surtout l'opportunité de vulgariser, de diffuser ma recherche, de faire connaître au monde la légalité de ces mesures coercitives unilatérales. Imaginons un instant que le monde soit une sorte de petit village planétaire.
Celui-ci possède toutes les caractéristiques de notre société internationale actuelle. Nous faisons tous et toutes partie de cette collectivité globale sans frontières et nous sommes liés les uns aux autres. Aussi, nous sommes tous et toutes influencés par les changements politiques et sociaux et nous devons relever ensemble les défis de notre temps. Mais, quels sont les défis de notre village planétaire? Je vais vous dire. Notre village doit affronter la famine, la pauvreté, la violence, la difficulté de trouver des médicaments. Et aujourd'hui, je viens vous parler d'un autre obstacle qui s'ajoute à cette liste. Celui-ci menace la paix, la sécurité et la stabilité du monde. Il s'agit de l'imposition de mesures coercitives unilatérales par un État à l'encontre d'un autre. Voici une image qui montre la situation préoccupante dans laquelle se trouve notre société internationale. En rouge, on voit plus de 35 États soumis à un régime de mesures coercitives unilatérales. Mais connaissez-vous la différence entre une mesure coercitive et une sanction internationale? En fait, une mesure coercitive est un moyen de pression employé individuellement par un État sans autorisation, sans concertation. Par contre, les sanctions sont les mesures prises par une organisation internationale ou régionale, comme les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'Union européenne, etc. Dans la pratique internationale, devinez-vous quel est le pays qui utilise le plus de mesures coercitives unilatérales? Et voilà, les États-Unis. À titre illustratif de ces mesures imposées, nous avons l'embargo économique contre Cuba, l'embargo pétrolier contre l'Iran, le blocus contre la Palestine et plus récemment le gel des avoirs officiels de l'État vénézuélien. J'étudie des exemples comme les précédents afin d'analyser les effets sur les populations. Et ce qui est vraiment préoccupant, c'est que derrière ces mesures coercitives, ce sont des millions de personnes innocentes qui se voient privées de leurs droits fondamentaux. À ce propos, la problématique qui est au cœur de ma thèse est celle de savoir quelle est la légalité de ces mesures coercitives unilatérales. Ma thèse consiste à apporter des éléments de clarification sur le sujet. À ceux qui croient qu'un jour ces mesures constitueront de véritables sanctions, ma thèse vient vous confirmer que cette aspiration n'a pas sa place en droit international. À ceux qui sont conscients des injustices créées par ces mesures, ma thèse vient vous confirmer leur illégalité et la violation du droit international. Donc, si l'image que j'ai montrée de la société internationale n'est pas encourageante, il appartient à chaque individu de travailler à son perfectionnement, et plus particulièrement aux États, afin de rendre notre village planétaire plus paisible. Finalement, comme l'avait déclaré Mahatma Gandhi, le jour où le pouvoir de l'amour dépassera l'amour au pouvoir, ce jour, le monde connaîtra la paix. Merci. Merci beaucoup, Andrea. On se rend compte évidemment à quel point le respect du droit international est fondamental, surtout par les temps qui courent et dans le contexte actuel. Et j'accueille notre dernière candidate, la dernière candidate de ce soir. Elle s'appelle Céline Graia-Mansoui. Elle représente l'Université de Fribourg. Elle est doctorante à la Faculté des Lettres et de Sciences humaines et elle nous présente sa thèse qui s'intitule « Les fantômes dans la politique anti-Mazarin ». On regarde son portrait avant qu'elle ne prenne la scène. Ma thèse en 180 secondes, Céline, portrait. Je m'appelle Céline Graia-Mansoui, j'ai 35 ans, je viens de Toulon, donc de Provence, et j'étudie à l'Université de Fribourg. Dans ma thèse, je traite de la propagande contre le cardinal Mazarin dans les pamphlets qui ont été publiés contre lui pendant la Fronde, et plus spécifiquement de l'usage que l'on fait des fantômes pour le discréditer ou faire passer des messages politiques. Les mazarinades regroupent plus de 6000 textes, donc il a fallu d'abord déblayer, voir qu'est-ce qui avait été fait. C'est un petit peu par hasard que je suis tombée sur les fantômes et que je les ai adoptés. Quand j'ai du temps, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que comme j'ai un bébé, c'est aussi un travail à temps plein, je m'occupe de mon petit jardin sur mon balcon, où soit j'ai la chance de voir mes semis grandir, soit mourir lamentablement. La toute première raison qui m'a poussée à cliquer sur le bouton « Je m'inscris », c'était pour m'amuser. Après, il y a eu aussi l'aspect du défi de parler à des inconnus, parler à une assemblée. Les lettres ont besoin d'être vues. Il faut que les lettres sortent de l'ombre et montrent aux sciences qu'il n'y a pas qu'elles qui existent.
Vous connaissez Tinder? C'est pour beaucoup de monde un outil de séduction et de rencontre bien pratique. Eh bien, les Français, eux, ils ont cru qu'ils allaient faire de la politique avec. Vous ne me croyez pas? L'une des polémiques de la campagne présidentielle française concerne les jeunes avec Macron et les écologistes. Avec des profils fantômes, ils espéraient amener les gens à la politique de façon détournée et peut-être même à leur insu. Alors, c'est un usage évidemment contestable des réseaux sociaux. Il n'en demeure pas moins que le coup médiatique est réussi, le buzz est en marche. Et si je vous disais que ce n'est pas une première, qu'au XVIIe siècle, à défaut d'appli et d'Internet, c'est du papier, à défaut de profil, c'est des personnages, mais c'est toujours de la politique, c'est toujours du buzz, et cette fois avec de vrais fantômes. Ce sont les Mazarinades. Entre 1648 et 1653, on dénombre plus de 6000 de ces textes polémiques qui critiquent le cardinal Mazarin. C'est une période que l'on appelle la Fronde, période très à la mode chez les Français de contestation contre le gouvernement et les impôts. Passons. Dans ma recherche, j'analyse ces textes. Pas les 6000, je serai dans de beaux draps, mais quand même plus d'une centaine. Leur point commun? L'utilisation de fantômes à des fins politiques. Fantômes de qualité, s'il vous plaît, ce sont tous anciens membres du gouvernement. Richelieu hante Mazarin, Marie de Médicis poursuit sa belle-fille, Louis XIII revient expliquer à son fils comment gérer le royaume. Qui a dit que la mort empêchait de travailler? Au gouvernement un jour, au gouvernement toujours. Rappelons qu'au XVIIe siècle, les gens croient aux fantômes. Ils peuvent donc croire que ces apparitions et leurs propos sont réels et rapportés en toute bonne foi dans la presse. Et pourtant, ce sont de vrais auteurs, bien vivants, qui se cachent derrière ces fantômes pour critiquer sans assumer le gouvernement. Ils font feu de tout bois. Ils inventent des polémiques, détournent des propos, se servent du passé comme d'une arme. Certains osent même faire du mauvais esprit. Les presses tournent en continu pour distiller des informations invérifiées et invérifiables, à l'image d'Internet et des réseaux sociaux aujourd'hui. Dans ma thèse, j'analyse ces Mazarinades. J'analyse la construction de ces textes polémiques et je cherche à comprendre, entre autres, pourquoi utiliser des fantômes à des fins politiques? Pourquoi se cacher derrière des fantômes dans des textes qui sont quand même anonymes? Et comment, par leurs propos, ils se servent des clichés et stéréotypes de l'époque pour manipuler? Une recherche qui finalement mêle littérature, histoire, politique et ancêtre des réseaux sociaux. Bravo, merci infiniment Céline d'être la dernière candidate et de nous avoir parlé des fantômes dans la politique française. On aime toujours en Suisse parler de politique française de cette façon-là. Voilà, vous avez vu les performances des 5 derniers candidats de ce soir. On va faire un dernier récapitulatif de ce qu'ils nous ont appris avec Maud Goutte et les réseaux sociaux comme boule de cristal des marchés financiers, avec Adèle Racotonirine et le charme discret de la matière fécale, avec Guillaume Lavanchy et l'hybridation chez les insectes, avec Andrea Dias Bolivar et son étude de la légalité des mesures coercitives, et avec Céline Graillat-Mansuy qui nous a parlé des fantômes dans la politique anti-Mazarin. Désormais, le sort et le destin des candidats est entre les mains de vous, public, et entre les mains du jury. Faites le bon choix, je vous l'ai dit, 4 prix seront remis ce soir, 3 prix du jury et 1 prix du public. Je vais laisser notre jury de 6 personnalités se retirer pour prendre le temps nécessaire pour la délibération. Quant à nous, eh bien, on va découvrir le portrait de Dalila Salamani. Elle a été l'une des participantes de la finale genevoise de ma thèse en 180 secondes. C'était en 2019. Elle a gagné le 2e prix du public. Alors, elle va nous raconter ce que ce prix a changé pour elle et comment elle a vécu cette expérience. On regarde en image.
Je m'appelle Dalila, j'ai fait une formation d'ingénieur en informatique et un master en informatique de l'École supérieure d'informatique d'Alger. Là, on est à Meyrin, du côté suisse du CERN. Le CERN, c'est le plus grand centre de physique des particules et on cherche à étudier l'infiniment petit, ceci dans le but de comprendre la nature de la matière. Quand j'étais doctorante, mon bureau c'était au 3e étage. Là, c'est le côté CMS et là, c'est le côté Atlas. Et moi, j'étais au 3e étage. Pour une majorité, j'ai écrit le texte de ma thèse en 180 secondes ici, oui. J'ai parlé de la simulation rapide du calorimètre en utilisant un outil d'intelligence artificielle. C'est la vulgarisation qui est difficile et ce qui est compliqué, je trouve, c'est de vraiment trouver une accroche, un début d'introduction pour que tout le monde arrive à comprendre ce qu'on est en train de dire. Moi, mon accroche, c'était l'emblème de la ville de Genève, le jet d'eau, qui se rapproche d'un processus physique qu'on appelle shower en anglais et un jet de particules en français. Ma thèse en 180 secondes, c'était une des plus belles expériences de ma vie. Quand j'ai communiqué, j'ai partagé ce que je faisais, c'était pour moi déjà gagné. Et quand on a annoncé que j'étais la 2e lauréate du prix de concours, ça a été pour moi un énorme bonheur et c'était la cerise sur le gâteau. Je ne sais pas si ça a changé ma vie, mais ça a changé la façon de faire les choses, la façon de faire la thèse, la façon de communiquer la thèse. Et ça, je trouve que c'est très, très important comme un outil pour un scientifique, surtout pour le partage et la visibilité de la science. Et nous sommes de retour sur la scène de la grande finale suisse de ma thèse en 180 secondes. Vous avez vu les prestations des 15 candidates et candidats, des 15 doctorantes et doctorants, tous finalistes pour cette grande finale nationale. Ils ont dû réussir un tour d'équilibriste, un tour de force. On croise les doigts pour eux, mais tout de suite, j'accueille sur cette scène Denis Bilotte, secrétaire général de l'ACUSO, conférence universitaire de Suisse occidentale. Bonsoir Denis Bilotte. Bonsoir Lynn, bonsoir à toutes et tous. Alors on a vu le portrait de Dalila Salamani, on a écouté les performances des 15 doctorantes et doctorants. Dites-nous un peu quelles sont les qualités pour bien savoir vulgariser ces recherches. Je crois qu'ils nous l'ont montré, toutes et tous, ils ont été assez époustouflants. Moi, je dirais que la première qualité, c'est une passion pour la recherche. Et puis une deuxième, c'est une énorme envie de partager. À partir de là, c'est beaucoup de travail. Ils sont encadrés pour ça, on les assiste, mais il y a un énorme effort qui est fait pour écrire un texte, pour apprendre à parler en public, pour apprendre à sortir quelque chose, pour apprendre à transmettre, pour trouver les mots justes, et puis aussi pour produire une image. Ils ont droit à une seule image. Alors il faut aussi beaucoup de réflexion pour arriver à faire le lien, etc. Denis Bilotte, vous nous dites un mot de la grande finale internationale qui se déroulera à Montréal le 6 octobre prochain. Oui, alors la finale internationale, c'est toujours un événement assez extraordinaire. Évidemment, la finale elle-même, c'est une soirée, mais l'événement dure presque une semaine. Et on a un peu plus de 20 doctorantes et doctorants de toute la francophonie qui sont là, qui échangent entre eux, qui échangent beaucoup d'expériences. Et finalement, c'est une compétition, bien sûr, mais elle est avant tout ludique, amicale. Et ce qu'on y voit le plus, finalement, c'est du partage. C'est du partage entre les personnes et puis c'est du partage avec
avec le public. Alors je me réjouis beaucoup de pouvoir y accompagner la gagnante ou le gagnant de ce soir. Une dernière question rapidement, Denis Billotte. Savoir bien communiquer, vulgariser, aujourd'hui c'est essentiel pour trouver du financement quand on est un chercheur. Mais pas seulement pour trouver du financement, c'est essentiel, d'ailleurs comme l'a dit un des candidats, parce que c'est nous toutes et tous qui payons pour la recherche, qui payons pour l'université, mais l'université en retour produit énormément de savoirs qui sont tous utiles d'une manière ou d'une autre, à court terme, à moyen terme, à long terme. Parfois, on ne sait pas toujours tout de suite ce que ça va devenir. Et c'est très important que les scientifiques puissent partager cela, que ce soit immédiatement pour trouver un financement ou pour apporter éventuellement une solution, ou à plus long terme, parce que c'est aussi une culture, la science. Merci, merci infiniment, Denis Billotte. Merci. Je vous laisse quitter la scène et on va découvrir... mais oui. Merci pour ces applaudissements pour Denis Billotte. Et on va découvrir tout de suite un portrait en images de quelques-uns des membres du jury. Le jury est en train de délibérer. Il délibère évidemment selon l'avis subjectif de chacun des membres du jury, mais aussi grâce à des critères qui ont été établis par la CUSO. Je vous propose de regarder. Je m'appelle Sophie Garda. Et je dirige le Petit Théâtre de Lausanne. Et puis avant ça, j'ai été comédienne et metteur en scène. Alors, je m'appelle Mehmet Gültas. Je suis un des producteurs de l'émission Forum de la radio-télévision suisse, qui est l'émission d'information du soir de la radio. Je suis Johan Tonesi, doctorant à l'Université de Lausanne. Et l'an dernier, j'ai gagné la finale internationale de ma thèse en 180 secondes. C'est une liste assez, comment dirais-je, assez évidente, hein, parce que je comprends bien, il faut donner quelques critères quand même pour juger les gens. Enfin, juger leurs prestations plutôt. C'est compliqué de réduire à 3 minutes. 3 ans de recherche? Ouais. Oui, il faut faire des choix. C'est pas facile. Pas facile. Dans une thèse, on se fixe souvent un objectif, une direction dans laquelle aller. Ah oui. Mais au fur et à mesure du parcours, on découvre plein d'autres directions, plein d'autres possibilités qu'on explore un petit peu aussi. Oui. Et là, on ne peut pas toutes les présenter en 3 minutes. C'est pas mal d'avoir le coup de cœur, même si, bon, il pèse pas très lourd. Hein. Ce qui va le plus marquer, je pense, c'est l'œil qui brille. On rejoint disons des qualités ou en tout cas une prédisposition à la scène. C'est ça. Donc le charisme, en fait. Le charisme. Qu'est-ce qui fait que tout à coup, quelqu'un, hop, on l'écoute, il nous attrape. C'est assez mystérieux, en fait, en réalité. Pourquoi cet exercice, cette prestation est originale? C'est ça. C'est pas une soutenance de thèse d'université, c'est un moment de one-man ou one-woman show. Racontez-nous une histoire. Quelqu'un qui a cette facilité de communiquer ira loin parce qu'obtiendra des fonds, parce que sera présent dans les médias et donc fera avancer sa cause, entre guillemets, si j'ose dire. Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on me tende la main, qu'on me dise « Viens avec moi » et qu'on m'emmène dans un voyage qui me fasse découvrir un monde. Ça, faites-moi découvrir votre monde scientifique. Je sais que je serai difficilement objectif, c'est sur la vulgarisation. Il y a souvent beaucoup de personnes qui présentent des sujets de biologie en AMT 180. Moi, je suis biologiste, donc ils me seront beaucoup plus accessibles. Donc c'est un point sur lequel je compte beaucoup plus sur votre avis que sur le mien. On a chacun un bagage culturel, de connaissances, et donc on va entendre différemment chacun et chacune de ces participants, et donc ça sera très subjectif. Bonne chance. On est de retour à la grande finale suisse de ma thèse en 180 secondes. C'est le moment tant attendu, le moment de la remise des prix. 4 prix seront remis ce soir, sont remis ce soir, les 3 prix du jury, premier, deuxième et troisième prix, et le prix du public. L'attention est à son comble et j'appelle tout de suite Désirée Koenig. Elle est la première gagnante de ma thèse en 180 secondes version suisse, la grande gagnante aussi 2016 de ma thèse en 180 secondes, la finale internationale. Je l'invite à me rejoindre sur scène pour remettre le prix du public.
Bonjour, bonsoir Désirée Koenig. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous avez vécu cette expérience de l'intérieur. Qu'est-ce que ça fait quand on est l'une des candidates de la finale suisse? En fait, il y a une certaine pression, mais aussi en même temps, c'est tellement sympa de parler à un public et de pouvoir partager sa science, parce que généralement, on est quand même enfermé dans un laboratoire. Et puis de voir tous ces gens qui sont curieux, c'est fantastique. Et le niveau cette année, comment vous l'avez trouvé? Ils sont impressionnants, parce que c'est vrai que moi, j'étais dans la toute première édition, donc c'était peut-être... Voilà, c'était encore un petit peu plus... improvisé, on va dire. Et là, quand même, ils sont vraiment au top. Est-ce que vous avez eu un coup de cœur? En fait, j'en ai eu plusieurs. Du coup, au moment de voter, je ne savais pas trop quoi faire. Mais vraiment, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment impressionnants. Alors, Désirée Koenig, je vais prendre votre micro et je vais vous laisser décacheter cette enveloppe. Je vais vous épargner les roulements de tambour oraux. Allez, oui, un peu d'encouragement. Le prix du public va à Adèle Rakotonina. Bravo Adèle. Merci beaucoup. Alors quelle émotion vous vient tout de suite? Je suis extrêmement honorée, extrêmement heureuse. Ça me fait très plaisir d'avoir été ici et d'avoir présenté mon travail. Et donc que des gens aient compris mon travail et qu'ils aient même voté pour moi. Waouh! Ça me fait très plaisir en tout cas. J'ai pas les mots. Je vous remercie infiniment. Adèle, si vous deviez décrire cette expérience-là en quelques mots, qu'est-ce que vous nous diriez? L'expérience de participer à ce concours d'abord cantonal et puis national. Alors, c'est quelque chose de très enrichissant, déjà personnellement parce qu'on apprend tellement de choses et puis on apprend à communiquer ce qu'on fait dans notre vie, surtout qu'on fait des choses très compliquées. Et aussi, c'est incroyable parce que je peux dire que j'ai rencontré des gens vraiment, mais en or, durant cette aventure, donc c'était une très belle expérience. La gestion du stress, ça a été un problème ou pas tellement? Je tremblais comme une feuille pendant Mais c'est un bon stress. C'est un stress qui nous permet au fait d'aller au-delà de nos limites, de nos capacités, et c'est très enivrant. Donc voilà. Je vous laisse, Adèle, prendre ce prix du public. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Et c'est le moment des prix du jury. On va commencer par le 3e prix du jury. Et pour le remettre, j'appelle le président du jury, l'ancien conseiller d'État Genevois, Charles Bert. Bonsoir, monsieur le conseiller d'État. Alors, vous avez l'enveloppe dans votre main. Est-ce que le choix a été difficile? Difficile. Ouais, cornélien même? Difficile, je m'arrêterai là parce qu'on a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé et on s'est beaucoup finalement rassemblé. Rassemblé, mais est-ce que vous, personnellement, sans nous dire de nom, mais est-ce que vous avez eu un coup de cœur? Oui. Mais je n'en dirai pas plus. Alors, dites-nous un peu quels sont les critères d'une prestation réussie selon vous. Vous avez l'habitude de parler en public. Oui, alors justement, le critère, c'est que finalement, j'ai découvert, mais je crois qu'on était 15, mais ça c'est un accent personnel, c'est que finalement, 15 présentations de sujets complexes, de façon maîtrisée, vulgarisée, parfaitement donc maîtrisée, et finalement, je me suis dit que ce serait un bon cours de formation pour beaucoup de politiciens et de politiciennes. À retenir pour l'avenir. Alors, je vais prendre votre micro, oui. Charles Bert, et je vais vous laisser décacheter l'enveloppe. Je vous rendrai le micro une fois que c'est fait. Voilà.
Le troisième prix. Le troisième prix pour Guillaume Lavanchy. Bravo Guillaume. Bravo Guillaume, félicitations. Merci beaucoup, merci. Je vous laisse prendre ce troisième prix gros, un peu encombrant, mais dites-nous d'abord votre sentiment maintenant, juste maintenant. La soif? La soif de Non, quoi? La soif d'alcool? De tout plein de choses. Non. De transmettre mon savoir, Ah bah, naturellement. bien sûr. Non, ça fait très plaisir, en fait, parce que c'est une sorte de reconnaissance du travail qu'on a fait. Ce qui fait moins plaisir, en fait, je me répète ce que j'ai déjà dit à Lausanne, c'est qu'il faudrait 15 prix, parce qu'on est 15, et que tout le monde a extrêmement bien bossé. Mais c'est chouette, et c'est super, et on est très contents. Et ça fait très plaisir d'avoir autant de personnes qui sont venues et qui montrent un intérêt pour ce qu'on fait à l'intérieur de l'université. Et puis, plus on arrive à faire sortir un peu notre travail universitaire des murs de l'université, mieux ce sera, à mon avis, pour la science comme pour la société. Vous avez participé à la finale cantonale, vous participez à la finale nationale. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à ajouter ce parcours-là, à votre parcours déjà bien complet? Alors, bon, l'intérêt pour le fait de parler en public, d'essayer de transmettre ce qui me passionne, et puis le fait que, un peu rendre à la société, finalement c'est la société qui nous paye. Donc c'est un peu la moindre des choses, en fait, de faire l'effort de transmettre notre savoir, de traduire notre savoir en quelque chose de compréhensible pour le reste de la société. Charles Bert, merci infiniment. Bravo. Merci. Merci Guillaume, merci et félicitations. Voilà, la tension monte encore d'un cran avec ce deuxième prix du jury qui va être décerné tout de suite. Et j'appelle Denis Bilotte, le secrétaire général de l'ACUSO, à venir me rejoindre sur scène. Rebonsoir, Denis Bilotte. Alors voilà, vous avez l'enveloppe entre vos mains. Juste un mot, parce que vous avez déjà entendu, mais juste un mot sur le déroulement de la soirée de ce soir. Comment avez-vous trouvé le niveau des candidats ? Alors, c'est vraiment assez fantastique et j'aurais pas du tout aimé être à la place du jury. Je les ai accompagnés, je les ai écoutés un peu et je ne sais pas si j'aurais pu choisir. Alors, je vais prendre votre micro, Denis Bilotte, et je vais vous laisser décacheter ce deuxième prix du jury. Alors, le deuxième prix du jury va à Adèle Rakotonirin. C'est incroyable, Adèle. Encore un mot, s'il vous plaît. J'ai pas de mots. Je peux pas pleurer maintenant. Vraiment, je suis aux anges. Ça me fait très plaisir. Comme Guillaume l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment une reconnaissance pour le travail qu'on fait. Et oh non, j'ai pas les mots. Je suis désolée. Mais ce qui est incroyable, Adèle, c'est que c'est à la fois une reconnaissance du public qui est présent dans cette salle et la reconnaissance des professionnels. Donc c'est comme si vous aviez touché deux cibles à la fois. C'est bon, je peux aller déposer mon CV par-ci par-là maintenant, c'est bon. Non, je suis très très reconnaissante, ça me fait plaisir que mon travail ait été reconnu et que vous ayez pris connaissance d'un sujet insolite mais très important. Donc merci beaucoup. Bravo. Merci à vous deux, merci. Et voilà, le moment décisif est arrivé ce soir de grande finale nationale de ma thèse en 180 secondes. Ils étaient 15 doctorantes et doctorants représentant toute la Suisse romande, 5 universités, Genève, Lausanne, Fribourg, Neuchâtel et le PFL. Un seul grand gagnant ce soir. Et j'appelle la vice-rectrice de l'Université de Genève, Micheline Louis-Courvoisier, à remettre ce premier prix.
d'émotions. Que d'émotions, hein, que d'émotions. Un mot en tant que vice-rectrice sur la soirée de ce soir, sur le niveau des candidats. D'abord, les candidats étaient d'un excellent niveau. On a compris tous les sujets, alors que les intitulés étaient plus complexes. Et donc, vous avez rendu accessible, j'aime encore mieux ce terme que vulgariser, vous nous avez rendu accessible votre travail, tous autant que vous êtes, donc excellent niveau, bien sûr. Et puis pour la soirée, eh bien, d'abord, j'aimerais remercier le public. On est tellement heureux que vous soyez nombreux ici. Vous avez encouragé les candidats. C'est une très, très belle soirée pour nous. On voit que l'émotion et l'intellect peuvent très bien s'entrelacer. Et donc, pour moi, je suis sur un petit nuage. Alors, je vous propose, Micheline Louis Courvoisier, je vous prends le micro et ça y est, le premier prix ce soir de la grande finale nationale de ma thèse en 180 secondes. Je vais prendre le micro. Il s'agit de Sophie Rivara, les PFL. Rivara. Merci. Un mot sur la première émotion qui vous vient à l'instant. Waouh, merci, c'était trop beau aussi. Merci aux 14 autres là-bas parce que c'était une journée juste incroyable et voilà. Vous vous attendiez à être la grande gagnante? Non. C'est une surprise totale? Non, je veux dire, franchement, moi j'aurais pas pu décider. Donc bravo aux jury. Enfin, merci surtout. Non, pas bref, voilà. Sophie Rivara, la prochaine étape, c'est le 6 octobre prochain à Montréal pour la grande finale internationale. Comment vous allez vous préparer? Juste là, je crois qu'il y a du temps. Je vais déjà célébrer ça et puis après, y aller pour l'expérience, pour le plaisir, ça peut être que génial. Donc, on représente quand même la Suisse. Oui. Oui. Non, le but, c'est de le faire bien, puisque ça a convaincu ce soir, d'essayer de reconvaincre. Mais c'est vraiment, je pense que si on aime ce qu'on fait et qu'on montre qu'on l'aime, c'est aussi peut-être comme ça qu'on touche les gens. Donc, essayer de continuer à prendre du plaisir à communiquer, comme préparation, je sais pas. Bravo. Merci beaucoup. Bravo, encore une salle d'applaudissements pour Sophie Rivara. Merci. Merci. Voilà, c'est la fin de cette soirée de la grande finale suisse de ma thèse en 180 secondes. Félicitations à Sophie Rivara, félicitations aux 15 doctorantes et doctorants qui ont participé ce soir. Merci au jury, merci à vous, le public, d'être venu et d'avoir soutenu ces candidats et la connaissance. Je vous dis à très bientôt, en tout cas le 6 octobre à Montréal pour la grande finale internationale de ma thèse en 180 secondes.